Concocté par Binge Audio. Les couches jetables, il y a une inscription devant et rien derrière. Donc ça c'est le devant, ça c'est l'arrière. D'accord ? La scène a lieu un samedi matin. Il est assez tôt, on est dans la salle de réunion d'un hôtel standard dans un quartier résidentiel à Paris. Ils sont une vingtaine d'hommes, silencieux, debout, attentifs autour d'une table sur laquelle il y a un paquet de couches jetables, 2 poupons en plastique, un blanc et un noir, des bacs pleins de tubes, de crème et de fioles diverses. Je vais te prendre et je vais te mettre dans le bain. Et c'est parti. Okay. Voilà. Donc là, celle-ci, tu le déposes délicatement et tu peux le laisser. Voilà, magnifique. Cette voix, c'est celle de leur instructeur pour cette journée qui s'intitule « L'atelier du futur papa ». Gilles Vaquier de la Baume est père de 3 enfants. Il était préparateur en pharmacie et puis il s'est reconverti en spécialiste de la petite enfance il y a 6 ans. Depuis, il a formé près de 4000 futurs pères. Certains participants sont venus de leur propre initiative, d'autres ont été poussés par leur conjointe, d'autres encore sont en couple, comme ce matin-là, Damien et Vincent qui vont bientôt accueillir leur enfant né d'une GPA au Canada. On sait que, statistiquement, aujourd'hui encore en France, pour plein de raisons, les hommes s'occupent moins de leurs enfants, en particulier lorsqu'ils sont tout petits. L'une de ces raisons, c'est que ça serait pas leur truc. Un préjugé que j'ai entendu très souvent. Encore la semaine dernière, dans un dîner où des convives bien intentionnés me demandaient sérieusement si, quand même, au fond, les femmes n'auraient pas, quelque part, des capacités innées qui leur permettraient de comprendre instinctivement les besoins de leur bébé. Et dans cet atelier, moi j'ai aimé la manière directe, pragmatique, concrète, avec laquelle Gilles Vaquier de la Baume enseigne ses techniques, ses savoirs, ses pratiques. Dans cet épisode, il est donc question de ce qu'il faudrait selon lui absolument apprendre quand on devient père. Mais d'abord, une fois de retour en studio, j'ai commencé par lui demander comment son entourage, ses amis, sa famille, a réagi lorsqu'il a annoncé qu'il allait désormais consacrer son temps à la puériculture et dispenser ses formations auprès de futurs pères. Tout le monde a toujours trouvé ça bizarre. Quand j'allais aux examens, on me disait « Monsieur, vous êtes l'examinateur ». Alors que non, pas du tout, je suis candidat. Tout le monde me prenait parce que c'était pas normal qu'il y ait un homme dans la salle. Voilà. Et effectivement, tout le monde donnait, entre guillemets, pas cher du succès de cette proposition de préparation à la parentalité pour futur papa. Alors que vous, ce que vous pensez, c'est que tous les pères devraient être formés. Complètement. Pas forcément par vous, mais ils devraient tous juste recevoir une formation. Oui, bien sûr, au moins s'intéresser à la problématique qui va être devant eux. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces ateliers du futur papa ? Et pourquoi vous avez eu envie de créer ces ateliers ? Et qu'est-ce qu'ils y apprennent concrètement, les hommes qui viennent y assister ? Alors, donc dans les ateliers Futur Papa, il y a une partie théorique, une partie pratique. Donc, il y a du pratico-pratique pur et dur, si j'ose dire. Donc, change, bain, soins, hygiène, portage, emmaillotage, gestion des pleurs, que sont les coliques du nourrisson, comment l'apaiser, quelle est la bonne température, comment la prendre, comment donner la vitamine, quand poussent les premières dents, et puis comment réagir en cas d'étouffement. Voilà pour la partie pratico-pratique. On parle aussi de l'environnement au niveau de la sécurité, mais aussi de l'organisation et du matériel. Voilà, donc c'est vraiment complet. Et ensuite, il y a la partie donc plus théorique sur la parentalité, qui est la partie la plus sensible, si j'ose dire, notamment parce que ça va toucher des choses chez l'homme très, très particulières, parce que nous, on a été... donc, il y a des murs invisibles à l'intérieur de nous, et on va taper dans ces murs-là parce que on va en fait parler de la place du père, du rôle du papa, du rôle auprès du conjoint ou de la conjointe en postnatal, et puis aussi auprès de son enfant. Donc on va parler des émotions, on va parler parentalité, et en fait c'est un domaine qui jusqu'à présent était vraiment réservé de l'ordre du féminin. Les émotions c'est féminin, l'enfant c'est au féminin. Donc ils vont passer d'adjoints potentiels à acteurs de premier plan. Voilà. C'est quoi ces murs invisibles dont vous parlez ? C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qu'on nous a appris de manière consciente et inconsciente, des fois avec les mots ou avec le comportement, durant toute notre construction, où on est un homme, donc on est fort, donc on pleure pas, donc les émotions n'existent pas, et les enfants c'est pas pour nous, et c'est toute une construction complètement invisible. Et en fait, quand on est soumis au stress dans la parentalité,
Et c'est vraiment incroyable. Il y a le phénomène de l'élastique qui fait qu'on va être ramené, projeté, propulsé contre ces murs-là instantanément. Voilà, c'est un des pouvoirs qu'a l'enfant de nous faire sortir de nos gonds très facilement parce que justement, il va nous faire taper dans nos propres murs, à nous, de la construction. Et ce qui nous a permis de nous construire va se mettre à trembler et comme jamais depuis notre naissance. Et c'est un tremblement de terre à l'intérieur de nous. Voilà. C'est ça que vous leur dites aux hommes Exactement, à qui vous comme parlez? je parle là, absolument, tout à fait. Et alors, quelle est leur réaction en général? Est-ce qu'ils sont surpris par ce que vous dites là? Oui, bien sûr, oui, énormément. En fait, il y a un problème de distanciation, c'est-à-dire que, puisque c'est le mot du moment, mais là, ça correspond vraiment pour les hommes, c'est-à-dire que eux n'ont pas conscience du volume, de la longueur du chemin, du volume de travail que ça représente, et également D'avoir un bébé? Oui. D'élever un enfant? Parent, oui. Aussi vis-à-vis de la conjointe. Dans la vie de famille, d'une manière générale, que ce soit vis-à-vis de la conjointe ou vis-à-vis de l'enfant, et aussi du pouvoir qu'ils ont. Voilà, donc il y a une problématique qui est que il y a une différentielle énorme, un gap énorme entre ce que eux croient et ce qui est réellement possible dans ce vrai monde, que ce soit en termes de volume d'activité, que ce soit donc comme je disais de distance, parce qu'on se dit que la barre elle est là, mais en fait elle est beaucoup plus haute que ça. L'investissement il est beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement par la barre, elle est beaucoup trop bas, est-ce que, il y a trop de distance, etc. C'est-à-dire concrètement, ils arrivent dans quel état d'esprit et vous voulez absolument qu'ils en ressortent avec quel état d'esprit? Alors, je fais la métaphore souvent de se dire, eux, ils pensent qu'on va faire un petit footing, alors qu'en fait, on va partir pour un trek de 3 jours, quoi. Voilà, c'est vraiment la différence. Mais c'est-à-dire qu'ils imaginent quoi? Ils s'imaginent pas. Ils n'imaginent pas la quantité de travail que Exactement, ça va demander. tout à fait. Voilà. Et cette différence-là, c'est énorme. Et c'est l'objectif, justement, de participer, c'est de prendre conscience, de conscientiser tout ça en amont de l'événement pour se dire, en fait, il faut que je sois équipé. Parce que là, je pars pas pour un petit footing de quelques kilomètres et je reviens. C'est un long trek où il va falloir vraiment être équipé. Il va falloir le sac à dos, il va falloir les pics, il va falloir la tente, il va falloir... Mais du coup, si on le transcrit dans « Ok, je vais avoir un enfant », ça veut dire qu'il faut se préparer comment? Il faut avoir quoi dans son sac à dos, là, avant de partir pour le trek? Eh bien, il faut savoir que on a un volume donc de travail qui est beaucoup plus grand que ce qu'on croit. C'est-à-dire que, par exemple, pour le soutien à la jeune maman en postnatal, c'est pas rentrer le soir et se dire « Oh là là, t'as pas fait la vaisselle et t'as pas fait le linge », alors que t'avais juste un enfant à t'occuper et qui dort 18 heures par jour, donc t'as rien fait. Voilà, ça c'est un grand classique en postnatal. Donc, au contraire, il y a un volume de travail qui est beaucoup plus grand en postnatal. Voilà, c'est donc mettre dans son sac à dos que on a un pouvoir en tant qu'homme donc vis-à-vis de notre enfant et qu'il faut le mettre en place. Donc ça va commencer par communiquer le soir alors que notre enfant dort. On va pas penser à le faire. Nous en tant qu'homme on va se dire tant qu'il n'y a pas d'interaction, je vais commencer à interagir avec lui quand il va commencer à faire du vélo quoi. En gros, quand on va et c'est trop tard, il reste les bras ballants sur le canapé en attendant que le temps passe alors qu'en fait il y a un vrai pouvoir. Oui, je vous ai entendu dire à cette formation, ne croyez pas que votre relation avec votre enfant va commencer quand il va commencer à parler. En fait, dès le premier jour, vous devez créer un lien, en fait. Tout à fait. C'est pour ça qu'il faut aller le chercher. Et c'est la différence entre la femme qui a ce crédit d'office, comme je me plais souvent à dire, et l'homme qui doit le créer. Donc la femme a le crédit d'office et c'est comment dirais-je, bien normal puisqu'elle l'a porté, mais l'homme doit aller le chercher. C'est la différence énorme qu'il y a entre l'homme et la femme. Donc plus il reste les bras ballants sur le canapé en attendant que ça passe, plus il retarde la possibilité de création du lien avec son enfant. Alors qu'au contraire, il doit s'impliquer dès le départ, au plus tôt, au plus fort, c'est ce que je me plais à le répéter, parce qu'il doit créer ce lien, il doit inventer cette relation, il n'a pas de crédit d'office, donc il doit participer à tout ce qui est change, bain, soins, hygiène, je dis il doit, c'est pas très bien, mais selon moi... Il devrait, selon voilà, vous, oui, il devrait oui, absolument, s'investir dans ces activités-là. Tout ce qui est change, bain, soins, hygiène, etc., pour justement favoriser la création du lien avec son enfant, mais aussi, l'autre vertu que ça a, c'est que ça va permettre de soulager la maman, donc dans cette période postnatale où elle en a le plus besoin. Mais à la fois, vous dites, les hommes arrivent dans mes formations en se plaçant d'office dans une position d'aidant, quoi, de parents secondaires ou subalternes.
Oui. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous dites non, vous devez être un parent Absolument. à part égale. Il y a des cours de préparation à l'accouchement, mais il n'y a rien pour la préparation à la parentalité, proprement dite, qui s'adresse au père. Donc, tout compte fait, on démarre, à part quelques vidéos sur YouTube où on va entendre tout et son contraire. Puis, c'est pas une vraie relation comme on peut l'avoir dans une salle avec quelqu'un. Donc, on démarre sans vrai repère, quoi, en fait. Et c'est ce qui fait qu'aussi en France, il y a 25 à 28% des couples qui se séparent dans l'année qui suit l'arrivée de l'enfant, parce que l'enfant... c'est le tsunami du couple. Voilà, quand on prend conscience de tout ça, il faut que quelqu'un vous le dise. Et ça, personne ne vous le dit à aucun moment. Enfin, ce que vous dites, en fait, votre approche, c'est vraiment de dire qu'on soit père, mère, dans n'importe quelle situation, il y a un certain nombre de choses à savoir pour s'occuper d'un enfant Oui. et de compétences. Oui. Et on n'en a rien à faire que vous soyez le père, Oui. la mère et tout Oui. ça. Tout le monde devrait savoir ça pour s'occuper d'un bébé ou Oui, d'un c'est enfant, ça, en c'est fait. exactement ça. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais alors, quel est l'intérêt de le faire uniquement pour des hommes ? Mais c'est parce que ça leur permet de libérer la parole, le fait d'être entre hommes. Et il n'y a pas cette appréhension du jugement de l'autre sexe qui est à côté et qui pourrait vous taper sur le doigt en disant tiens, qu'est-ce que t'as dit, qu'est-ce que t'as fait, ou tu se t'es intéressé, moquer. t'as posé une question bête, ou éventuellement avoir un regard réprobateur, ou une petite moquerie. Voilà. Donc de ce fait, voilà, ça c'est une crainte, hein, moi le premier. Hein, donc, C'est-à-dire ? c'est-à-dire que, par exemple, on va donner la vitamine pour la première fois, et puis il y a une goutte qui va tomber sur le côté, parfois, alors on va se prendre une réflexion, et je pense que très souvent, chez l'homme, on va avoir tendance à se fermer plus rapidement si on se prend une réflexion, et à ne plus rien faire après. Voilà. Ça c'est de mon exemple personnel, et puis de beaucoup d'hommes. On est touché très rapidement dans notre ego, de peut-être surdimensionné des fois, d'hommes qui arrivent, qui réussissent, etc. Et voilà, la petite anicroche, tout de suite, ça nous, je pense qu'on se renferme facilement, et on a tendance à laisser tomber. Ah ben ça t'appartient, ben c'est bon, vas-y, c'est ton truc. Ben voilà, donc moi, je retourne faire mes trucs d'homme, et toi tu restes avec tes trucs de femme. Alors qu'en fait, voilà, voilà, ça peut arriver de faire des erreurs, mais voilà, faut pas mal le prendre. Si on nous prend une réflexion, c'est facile à dire, mais en tant qu'homme, on a quand même un ego, on a quand même besoin de considération, et au contraire qu'on nous dise que c'est bien, t'as mis à côté, mais c'est pas grave, allez, faut. Oui, ou tout simplement de se dire, ok, c'est un truc qu'on apprend. C'est un truc qu'on apprend, absolument. Tout s'apprend. Là, oui, plus que jamais avec les enfants. Hein. Oh là là. Par exemple, dans les éléments dont vous jugez que c'est indispensable de l'apprendre, il y a cette histoire de pourquoi un bébé pleure. Complètement. Alors pourquoi ? Le bébé pleure donc parce que il va vous dire faim, trop chaud, trop froid, change ma couche, change-moi de là, sommeil. Là, on est sur un besoin impérieux sur lequel on a une vraie action à mener. La deuxième chose, ça va être les pleurs de décharge, donc en fin de journée, émotion et frustration de la journée. Fin de journée, donc pleurs de décharge. Et si ensuite, la troisième, donc ce sera possibilité, donc les coliques du nourrisson, dans la période 3 semaines, 3 mois. Et là, la distinction, c'est que le pleur, il va être monté de 0 à 80 décibels en un seul coup. Il ne va pas monter par strate. Et c'est ce qui permet de distinguer la colique du nourrisson, avec un nourrisson qu'on voit qui se force, qui devient tout rouge. Et puis là, pareil, on apprend les positions qui apaisent et les réponses à apporter à tous les cas de figure. Mais au moins, on sait distinguer. Quand il pleure, voilà, c'est extrêmement simple. La façon dont je vous présente les choses, c'est soit il y a les besoins impérieux, soit c'est les pleurs de décharge. Par exemple, soit c'est les coliques. S'il a plus de 3 mois, qu'il vient de manger et qu'il n'est pas 17 heures, d'accord, et voilà, ça permet de situer en fonction des critères et de savoir quelle est la réponse à apporter, quoi. Voilà. Vous m'avez dit que parfois vous arrivez dans la salle et vous m'avez dit je les vois là, ils sont les bras croisés, musclés, tatoués, genre ouais, je vais quand même pas apprendre grand-chose sur un enfant, quoi. Oui. Ça va, qu'est-ce que je peux bien apprendre sur ça ? Oui, exactement. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et un jour, il y a un monsieur qui arrivait en me disant attends, je suis au téléphone, il était au téléphone, il dit attends, écoute, je suis sur un truc papa, là, je sais pas quoi, là. Et donc, en fait, ça m'a donné une pêche énorme après pour la journée, pour l'axe que j'avais pris, qui était l'importance d'avoir des connaissances en amont. Justement, ça pouvait tout changer. Et donc, le D'être père... préparé, de prendre ça au sérieux, en fait. Oui, de prendre ça au sérieux. Il y avait des connaissances et des compétences techniques et aussi intellectuelles, enfin je vais dire psychologiques, parce que voilà, nous on aurait tendance à dire qu'est-ce que c'est ce petit bébé qui va pas changer notre vie, ça va, c'est pas ça qui va faire que. Donc si un couple sur 4 qui se sépare, c'est bien que c'est ça qui va faire que. Premièrement, on a une tendance peut-être aussi à surestimer un petit peu d'une manière générale. Les cabouas, ça je te le fais, ça c'est rien, ça c'est voilà. Quoi, les hommes auraient tendance à surestimer leur capacité par rapport à ça ? Oui, d'une manière générale, j'allais dire moi le premier.
Voilà, ouais, ça, je le fais, ça, facile, les doigts dans le nez, t'inquiète, c'est rien. Et puis voilà, c'est très masculin. C'est juste dire, voilà, c'est normal, ça touche dans notre virilité. Comment ça, je peux pas le faire? Voilà. Et c'est important de savoir qu'on ne devient pas père parce qu'on a un enfant ou parce qu'on a un papier. Qu'est-ce que ça veut dire devenir père alors? Si c'est pas un papier, si c'est pas le fait d'avoir un enfant. Ça veut dire on s'approprie ce rôle. Et si on se l'approprie, comme un peu un rôle au théâtre, ou si on se l'approprie dans la tête, ensuite on est très bon dans les actes. Voilà. D'où l'intérêt de participer parce qu'on prend conscience. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de prendre conscience de tout ce qu'il est possible de faire et de tout ce qu'on doit faire quand on a un enfant. C'est ça, c'est ouvrir le champ du possible au travers de cette journée ensemble, où on n'est qu'entre hommes, et tout compte fait, on peut tous dire, parce que voilà, la parole est ouverte, et voilà, c'est un stage réservé aux hommes pour leur dire, vous aussi, vous êtes des mamans comme les autres, voilà. Là, il y a des futurs pères qui vont écouter cette conversation. Qu'est-ce que vous voudriez que tous les hommes sachent avant d'avoir des enfants ? Qu'il faut, en premier lieu, s'occuper avant tout et surtout de la maman. Qu'il y a donc une relation à construire avec son enfant, que ça ne va pas tomber du ciel. Qu'il a un vrai pouvoir, les pouvoirs insoupçonnés du rôle de père, donc dans cette période postnatale. Et ça commence déjà ne serait-ce que à la maternité, puisqu'il y a une étude qui a prouvé que la présence du père lors de l'accouchement, ça développe l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est ce qui va permettre au col de s'ouvrir. Alors maintenant, on laisse rentrer les pères suite à cette étude, par exemple. Donc, il a plein de pouvoirs dans plein de domaines. Et il faut au moins qu'il se rappelle que c'est la maman qui va compter avant le bébé en postnatal, voilà, bien et qu'il faut construire cette relation et que derrière, au final, à le moyen terme, parce que moi, vraiment, mon expertise, elle est sur le 0-6 ans, il y a un gain à récupérer qui est vraiment immense, qui est le plus beau cadeau de la vie, qui est la super qualité de relation qu'on puisse avoir avec notre enfant. Voilà, et ça, c'est l'objectif. Là où vous trouvez que, en fait, la plupart du temps, les pères ne créent pas vraiment un lien avec leurs enfants tant qu'ils sont petits, jusqu'à 6 ans. Oui. Traditionnellement, en fait. Oui. Ça se fait pas. Ils n'imaginent pas qu'ils peuvent jouer un rôle. Tout à fait. Et puis surtout, surtout à l'envers, on va prendre le problème à l'envers, surtout, c'est que si ce lien n'est pas créé, et que par des petites violences éducatives ordinaires, on abîme ce lien, en fait, au lieu de le faire grossir, on l'abîme et on met des coups de rabot virtuels dans quelque chose d'autre qui est virtuel, qui est le lien d'attachement. Donc, il faut déjà se dire que dans la parentalité, la première des choses, c'est d'éviter de se détruire avant de penser absolument à vouloir construire quelque chose. Parce qu'on a beaucoup de stress. Le stress, c'est l'attaque pour tout le monde. Et l'attaque, c'est lever la voix, c'est menacer, c'est dire des mauvais mots, voire même taper. Et ça détruit le lien d'attachement. Et au final, on est en train d'abîmer ce pourquoi on veut construire. Donc c'est faire du mal à ce qu'on est en train de bâtir. Donc voilà ce qui peut se passer si on n'est pas hyper impliqué dans cette parentalité. Et après, quand on perd la main, là, il y a tout qui glisse. Et c'est ça, c'est ce à quoi il ne faut pas arriver. Il faut tendre vers quelque chose de différent de ça. Et au contraire, donc éviter de s'abîmer, construire le lien. Et puis derrière, moi je leur dis souvent, le soleil se lève derrière la montagne, il va falloir grimper cette montagne jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après, va arriver l'âge de la raison, le fameux âge de la raison, 6 ans et demi pour les plus jeunes. Et à partir de là, on va avoir une nouvelle relation avec notre enfant. Mais cette parentalité, c'est 0-1 an, la question sur le nourrisson, et 1 an, 6 ans, la question sur de l'éducation positive, de la construction ou de l'évitement de la destruction du lien. Voilà, selon moi. Alors, comment un père peut être impliqué dès le premier jour de la vie de son enfant, et ce jusqu'à 6 ans ? Comment concrètement il peut s'impliquer ? Qu'est-ce que ça veut dire s'impliquer ? Parce que quand on parlait tout à l'heure, vous me disiez, oui, il y a des pères qui pensent qu'ils sont très impliqués parce qu'ils poussent la poussette. C'est ça. Tout à fait. Déjà, il y a tout ce qui est de l'ordre je sais pas comment je peux dire ça, du ménager à la maison. Donc, le ménage, repassage, etc., etc. Voilà, parce que ça, c'est vraiment l'occasion ou jamais d'offrir à sa conjointe la possibilité de se reposer au maximum et de lui aussi lui envoyer le message qu'elle a quelqu'un sur qui elle peut vraiment, vraiment compter. Voilà, donc c'est pas forcément des choses hyper agréables quand on rentre du boulot. Mais personne n'aime faire ça, donc c'est le travail domestique. C'est le travail domestique, c'est le mot que je cherchais. Donc si c'est pas fait, je le fais, alors que j'avais pas l'habitude de le faire. Voilà, c'est déjà vraiment quelque chose qui est très important. Je le sais parce que lorsqu'on se retrouve la maman, souvent seule, au bout de 4 mois ou 3 mois, quand vous avez moins de visites, et puis avec une tonne de linge, avec des choses à faire, et le papa qui dit mais comment ça se fait que la vaisselle déborde, etc. T'as rien fait de la journée, enfin voilà. Donc déjà c'est ça concrètement, s'impliquer sur le travail domestique. Ensuite, c'est commencer à participer à tout ce qui est change, bain, soins, hygiène pour créer du lien avec son enfant.
C'est s'occuper plus que jamais de sa conjointe en postnatal. C'est, par exemple, participer, donc pour être plus concret, par exemple, sur l'allaitement. Qu'est-ce qu'il peut faire pour l'allaitement, le papa? Il peut aller chercher le nourrisson, le mettre au sein, vérifier qu'elle est dans la bonne position, donner de l'eau à la maman pendant qu'elle l'allaite. C'est aussi lui proposer, lui dire, par exemple, pour rester sur la question de l'allaitement, mais c'est aussi aller préparer les biberons. Donc, par exemple, lui dire, je sais qu'il y a des bouts de sein donc en silicone qui peuvent aider. Est-ce que tu as mal? Il y a des crèmes anti-vergéture, il y a des crèmes anti-crevasses, il y a des tisanes pour favoriser l'allaitement, pour les montrer qu'on va chercher des renseignements, ne serait-ce que tout ça. Donc s'informer par exemple aussi. S'informer également aussi, parce que en fait, il y a 2 hormones, il y a la prolactine qui va produire le lait, et il y a l'hormone, toujours l'ocytocine, et le papa, l'ocytocine c'est le robinet. Donc le papa dans l'allaitement c'est le robinet. Donc il a un hyper rôle à jouer. Quand on dit ça, c'est vraiment énorme. Voilà, c'est clair, c'est précis pour eux. Donc il dit, chérie, je suis le robinet, donc t'es gentil, je peux aussi participer à ça. Donc au sens de te soutenir, te montrer que je suis impliquée, être là, te montrer de l'affection et tout ça. Okay, oui. Pour que la mère soit vraiment soutenue. Absolument. Si elle allaite. Tout à fait. Si elle allaite pas, c'est aussi tout simplement préparer les biberons, savoir quelle quantité de lait on met dans les Exactement, biberons. Ça, par c'est exemple. Ce que vous dites. Exactement, c'est ce qu'on fait. Ça suffit pas de juste prendre le biberon et de jamais se rappeler quelle quantité de lait il faut mettre dedans. C'est aller chercher le biberon, l'acheter, se renseigner, biberon en verre, pourquoi, par exemple, tétine en silicone plutôt qu'en caoutchouc, 30 millilitres, une dose pour 30 millilitres. Voilà, je sais faire. D'abord, je mets l'eau et après, je mets la poudre pour pas que ça tronque la quantité. Voilà, c'est... Oui, mais en fait, c'est ça que j'étais impressionnée là dans votre atelier, c'est que c'est hyper précis, chaque truc, et vous prenez ça très au sérieux, en fait. C'est-à-dire que ça va à l'inverse de cette espèce d'idée reçue que ce serait des histoires de bonnes femmes, quoi, des trucs de bonnes femmes, alors qu'en fait... ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, c'est très précis tout ça. Oui, complètement, bien sûr. Si vous voulez savoir quelle dose de lait donner jusqu'à l'âge de 5 mois, il y a la règle d'Aper qu'on appelle, donc on prend les kilos, par exemple, on va dire un bébé de 4 kilos, 4 kilos, on va pousser 4 kilos, ça fait 4000 grammes, divisé par 10, ça fait 400, plus 250, on rajoute toujours 250, ça fait qu'un enfant de 4 mois, il doit boire 650 millilitres de lait. Voilà, ils le savent. Voilà, parce qu'il suffit de connaître son poids. Voilà, comme ça, c'est carré. Puis on a tout pour réussir, quoi, en fait. Parce que si on rentre là-dedans, comme dans un supermarché, je fais confiance à mon instinct. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette approche. Oui, parce que si vous voulez, quand on va... l'exemple qu'on vient de citer à l'instant, c'est-à-dire que si, par exemple, la maman dit « va faire le biberon », s'il n'a pas la connaissance que je viens de donner à l'instant, il fait comment? Il va regarder, il va dire « Attends, je vais regarder une vidéo sur YouTube à chaque fois qu'elle va lui poser une question. » Voilà. L'idée, c'est justement de savoir en amont et dire « Ouais, il n'y a pas de problème. Hop, je claque des doigts, tac, c'est fait. C'est vrai, 4 kilos, je sais, parce que je l'ai marqué dans mon appli. Tac, tac, ça fait 650 millilitres de lait. Il y a 6 biberons par jour. Ça fait 6 biberons de 110 à peu près. Je mets 4 doses. » Voilà, boum, c'est clair, c'est net, c'est carré, c'est efficace. Et en 5 minutes, et ça, c'est un vrai partenaire. C'est pas un associé. C'est pas un supplétif. C'est à égalité. Et c'est ce qui compte. Parce que ça appartient autant. C'est là le message qu'on leur envoie, au final, c'est que ça leur appartient autant qu'à la maman. C'est pas la maman qui a un enfant et moi qui suis la maman, c'est le paravent et moi je suis derrière. Et puis je me cache et puis quand on m'appelle, j'arrive. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a à parts égales, à tous les niveaux, que ce soit sur le domestique, que ce soit vis-à-vis de l'enfant, peu importe, on est à parts égales responsable de cette situation. En un mot, c'est quoi pour vous être un bon père, être un bon papa? Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Être un bon papa, c'est être un phare. Voilà. On est toujours le point qui montre la direction, d'accord? Mais c'est aussi le point vers lequel on peut venir se ressourcer. Il faut être une source d'amour inconditionnel. Et c'est là toute la difficulté. Mais en fait, c'est pas très différent du rôle de mère, c'est même la même chose. Non, il n'y a absolument aucune différence. J'ai même fait un jour un atelier pour une grande marque où il n'y avait que des femmes. J'ai pas changé un mot. J'ai jamais changé un mot parce que c'est exactement la même chose en fait. Pour vous, un père, il a le même rôle qu'une mère? 100%. Est-ce que vous répondez aux hommes qui disent que c'est pas trop leur truc, quoi? C'est normal. S'ils se lancent pas, c'est normal que c'est pas leur truc, quoi. Voilà. Des fois, il y a des révélations. Donc, faut y aller. Faut se lancer. Faut acquérir des compétences pour se lancer parce que c'est pas ton truc, c'est-à-dire je vais arriver dans une zone d'inconfort dans laquelle si je suis soumis à un problème, parce que moi j'entends derrière, si je suis soumis à une question auquel j'ai pas la réponse, ça va vraiment m'embêter. Donc je préfère rester dans ma zone de confort. Voilà ce que moi j'entends derrière ça. Quand on dit s'occuper des bébés, tout ça, les trucs des enfants et tout, c'est pas mon truc.
Oh, ben peut-être qu'il aurait une sacrée révélation parce qu'il n'a pas les connaissances, donc il croit qu'il n'a pas les compétences. Donc moi, je lui dis, viens acquérir les connaissances. Peut-être que tu vas te révéler des compétences incroyables, quoi. Et aussi cette idée que peut-être, en fait, ça devient un truc quand on s'y intéresse. Exactement. Que tout ce à quoi on s'intéresse, ça devient intéressant. Peut-être pas tout, mais il faut au moins tenter, faut au moins essayer, quoi. Voilà, et puis ça reste votre enfant quand même, quoi. Puis quand vous faites venir quelqu'un au monde, c'est quand vous faites venir quelqu'un chez vous, vous le laissez pas sans vous en occuper. Donc l'enfant n'a pas demandé à venir, faut pas l'oublier. Donc c'est vous qui avez pris une décision pour quelqu'un d'autre. Donc il faut aller jusqu'au bout, faut assumer jusqu'au bout cette mission-là. Je vous ai entendu aussi insister sur le nombre de couches qui a changé par mois. Donc c'est 280, vous dites le 240, premier mois. Oui. 240, le premier mois de vie de l'enfant. Oui. Et que c'est important de les changer et de le faire, en fait, ce travail-là. Même si c'est répétitif, même si ça paraît pas Bien sûr. intéressant et tout ça. Bien sûr. Là où des pères pourraient dire, j'attendrai qu'il commence à parler. Oui, par exemple, bien sûr, tout à fait. Alors pourquoi c'est important ? Parce que quand on fait le change, on va communiquer avec l'enfant. Et qu'on va lui envoyer le message que il a une maman qui fait d'une façon, avec une voix, qui le porte d'une façon, avec une certaine façon de faire, et qu'il y a une autre personne qui est un papa, avec une autre voix, avec une autre façon de faire, avec une autre manière. Vous dites, en fait, en faisant ça, en changeant des couches, vous créez un lien. Vous Exactement. êtes là. Mais Tout à comment, fait. pourquoi ? Parce qu'en fait, on va parler au nourrisson, on va lui parler systématiquement, donc pour le prévenir de ce qu'on va faire, et en même temps, quand on fait les choses, on détaille ce que l'on fait. Alors ça m'a beaucoup étonnée. Dans votre atelier, vous dites, voilà, à chaque fois, vous allez prendre cet enfant et vous allez lui dire, je vais te poser sur ta table allongée, je vais enlever le côté droit de la couche, Oui. maintenant j'enlève le côté gauche, C'est vrai, vous savez je bien. te nettoie, etc. Et tout. Et alors, personne n'a posé la question, mais peut-être vous l'aviez abordé avant. Pourquoi ? En fait, j'imagine que parfois on vous pose la question, des pères vous disent, à quoi ça sert de lui parler ? De toute façon, il comprend rien. Pas Bon, forcément, alors je vous pose déjà. la question. On peut se dire, un bébé, il comprend pas, à quoi ça sert de lui détailler tout ça ? En plus, vous dites qu'il faut le faire les 240 fois où on C'est change ça, sa ben couche. oui, ça va créer un rituel. Alors, de manière sur le psychologique, ça va créer cette triade, et aussi ça va créer un rituel. Et le rituel, c'est ce qui rassure la répétition. L'enfant adore la répétition. C'est ce qui va le rassurer. Si je me lève et que je vous prends par la main à l'instant sans vous dire ce que je vais faire, et que je vous force et que je vous amène, même avec votre gré, vous allez on va pas passer la porte là, que vous allez être inquiète, me dire, tu m'amènes où, tu fais quoi ? Voilà, et c'est la même chose. C'est-à-dire que personne n'aime aller dans une direction sans savoir vers quoi il va. Donc on lui et le fait de répéter ces mots, on va à peu près répéter les mêmes choses. Donc j'enlève l'élastique gauche et ton pied gauche, voilà, et je leur donne des pistes. Et répéter ça, il sait que quand il dit j'enlève l'élastique gauche et ton pied gauche, il sait que la fois d'après ça va être voilà. Et il connaît les étapes et ça lui permet de se situer dans l'évolution, par exemple au cours du change. Et il sait que là c'est fini, c'est bientôt fini. Même si le bébé comprend pas exactement tous les mots. Oui, bien sûr, c'est une intention. Et de toute façon, même jusqu'à très tard, les enfants entendent beaucoup plus l'intention que les mots. Faut pas compter sur les mots. Et on aurait tendance à croire que ça fait 10 fois que je lui dis qu'il n'aurait jamais répété cette phrase. Donc c'est pas les mots qu'ils entendent, c'est l'intention, avant tout. Donc va te coucher s'il te plaît parce qu'il est 9h, par exemple. Ça c'est un vrai argument, sauf que c'est pas ça qui va marcher. Parce que lui, il va entendre, moi le premier, il va entendre, tiens, là il est 9h, il y a mon film qui va commencer. Et si c'est vraiment ça, votre intention, qu'il aille se coucher parce qu'il y a quelque chose derrière ou parce que, voilà, il va entendre l'intention qu'il y a derrière, plus que les mots en soi. Et c'est ce qui fait que ça fonctionnera pas. Mais qu'est-ce qui serait différent ? Qu'est-ce qui marcherait alors ? Ce qui marche, toujours, c'est les astuces. Avant l'âge de la raison, c'est pas la peine d'appuyer sur un bouton qui marche pas. Donc, il faut passer par des trucs et astuces. Par exemple, ça peut être, montre-moi, c'est quoi ton livre préféré ? Tu peux me le montrer, s'il te plaît, sachant que l'armoire à livres est dans sa chambre. Il va vous l'amener. T'es capable de m'emmener dans la chambre si je ferme les yeux et que tu me guiderais ? Il va le faire. Si vous lui dites, tiens, t'as déjà pris l'avion Super Papa ? Il va vous tendre la main pour un ticket. Tu veux pas monter te coucher ? Allez, vas-y, accroche-toi à mon cou. Voilà, c'est passer par d'autres chemins pour aller du point A au point B. Parce que si vous restez dans le chemin classique qui est c'est 9h, tu dois aller te coucher, il va vous dire non. Et s'il vous dit non parce qu'il va entendre votre intention, avant tout, à ce moment-là, vous allez vous braquer. Si vous braquez, vous allez avoir du stress. Si vous avez du stress, vous allez attaquer. Et si vous attaquez, vous allez vous détruire. Donc voilà, le lien c'est ça. Donc l'idée c'est de passer par d'autres chemins pour au contraire construire et éviter de se détruire, tout simplement. De casser, se détruire c'est un grand mot, mais de casser, d'abîmer ce lien d'attachement qui est complètement virtuel. Mais par contre, quand il casse, là on s'est bien rendu compte que ça a cassé, quoi. Et le temps passe, et en gros, le temps ça ne se rattrape pas par essence, et puis le lien d'attachement, après, c'est quand même, ça reste difficile. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, évidemment, mais ça reste quand même, c'est compliqué. Ça reste beaucoup plus compliqué, donc autant être à fond dedans dès le départ, qui plus est si on est le papa.
Pourquoi vous tenez tellement, parce qu'on entend là que vous êtes passionné par les questions d'éducation, de parentalité. Pourquoi vous avez tellement envie là de transmettre ça aux hommes, de transmettre ces compétences, ces savoir-faire, ces approches sur la parentalité? Pourquoi aux hommes? Parce qu'au final, c'est ceux qui ont le moins conscience et c'est ce qui va tout changer. Voilà. L'homme, d'une manière générale, il pense que voilà, ça va se faire quoi qu'il arrive. C'est pas un petit bébé qui va changer toute ma vie, alors qu'en fait, oui, complètement. Qu'on rentre dans une nouvelle bulle de vie, que rien ne sera plus jamais comme avant. Donc l'homme, lui, il rentre un peu plus inconscient dans cette parentalité. La femme, elle a plus de facilité pour se projeter. Elle a un peu plus conscience de tout ça. Du travail que ça va représenter, exactement. Des difficultés. Tout à fait. Sur la vie de couple, par exemple, elle sait qu'il va y avoir une tourmente en postnatal. Elle le devine, on va dire, de son instinct féminin, à mon sens. Mmh. Ok. Pas toujours, évidemment. On parle d'une manière générale. Et puis, le père, moins. Lui, par rapport au tumulte à venir du couple, beaucoup moins. Donc, il y a une forme de brutalité dans le fait de devenir père, quelque part. Et cette brutalité, elle peut être bien acceptée si on est bien préparé, ou elle peut aussi nous pousser peut-être à pas trop aller chercher à participer, parce que ça nous a déjà fait un choc. Donc, on va pas en rajouter, si j'ose dire. Voilà, parce que là, du coup, on se rend compte vite que on peut se confronter à des incompétences à l'intérieur de nous. Comment gérer les pleurs du bébé, on ne sait pas. Et donc, quand l'enfant va crier, ça va nous amener du stress, et il y a 99% de chances qu'on reproduise les schémas que nous-mêmes on a vécus. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, si vous voulez, les enfants qui ont été, les personnes qui ont été violentées dans leur enfance sont les personnes qui vont vous dire « j'ai tellement été violenté que je ne le ferai jamais ». Sauf que quand on est soumis au stress, il y a le phénomène de l'élastique qui fait qu'on va exactement reproduire ce que nous-mêmes on a vécu. Donc vous pouvez l'écrire en gros, en gras sur les murs. Là, on discute. Moi, je vous apparais comme quelqu'un de sympathique, mais quand je suis soumis au stress de mes enfants, je peux être comme tout le monde, comme 99% des personnes sur la Terre, soumis au stress qui fait que je vais avoir un accès de colère, qui va être par les mots, qui va être par le ton, qui va être par des fois aussi le fait de lever la main, etc. Voilà, parce que moi, j'ai été habitué comme ça. Est-ce que c'est une fatalité ? Non. Pas du tout. Au contraire, il y a quelque chose qui est fantastique, c'est que si justement on est apprenant dans ce comportement soutenant, bienveillant, et qu'on prend conscience justement de toutes ces difficultés en amont pour les éviter, pour ne pas les commettre, derrière on structure un nouvel être humain qui est dans un nouveau paradigme, dans une nouvelle logique, avec un nouveau logiciel qui fait que lui, il va pas reproduire un truc qu'il a jamais. C'est difficile de reproduire quelque chose qu'on n'a jamais reçu. Donc, on reproduit facilement ce qu'on a reçu. Donc, si on a reçu des coups, on a plus facilement tendance à lever la voix, etc. Si on a reçu une image du père qui doit être parce que la virilité, parce que tu pleures pas, parce que ceci, parce que cela, parce que t'en prends une, ça n'a jamais tué personne, etc. Enfin, bon, bref. On a plus tendance à reproduire ça. Voilà. Et c'est difficile pour quelqu'un qui a été élevé dans cette façon-là d'aller donner quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Donc, d'être plus patient, d'être bienveillant, la patience, s'impliquer. C'est pas le mot, parce que on est bien au-delà de la patience, quoi. Parce que la patience, c'est un mot commun, c'est un mot valise. Je suis patient, j'attends chez le dentiste 45 minutes, je suis au salon. On est bien au-delà de la patience. C'est pas le mot, c'est pas le bon mot. C'est quoi alors ? Je l'ai pas là vraiment, mais c'est vraiment au-delà. On est largement au-delà de ça, bien au-delà. C'est comme si on parlait d'une étoile à l'autre bout de l'univers et que là vous me parliez de Mars. Vous voyez, c'est un petit peu ça, la distance qui existe. Et si on reprend une situation très très concrète de parentalité, ça donne quoi cette métaphore ? Ça veut dire par exemple, je vous prends tiens, mange tes haricots, non. Mange tes épinards, non. Et vous avez que haricots et épinards. Donc là, vous avez plus de. Donc là, vous êtes là, ça va taper directement dans l'intérieur de vous. Comment ça ? Il me dit non, je suis le père, je suis l'autorité. Il va voir qui c'est le patron. Et on va vite tomber dans un schéma. Attends, je t'explique. C'est haricots ou épinards. Donc là, maintenant, tu choisis un des deux et tu voilà. et en fait, il faut faire un double faux choix. Voilà, qu'est-ce que tu préfères, haricots ou épinards ? Et l'enfant, avant 6 ans, comme il n'a pas l'esprit de vous dire t'as pas autre chose, il va choisir ce qui est de moins violent pour lui, le plus acceptable. Si vous lui dites, viens, il faut te laver. Non. Allez, la douche ou le bain. À partir du moment où il croit qu'il prend une décision, voilà, il va le faire. Voilà, parce que vous lui faites croire qu'il prend une décision avec vous. Quel temps il faut aujourd'hui ? Viens voir. Quel temps il pleut ? Qu'est-ce qu'on met quand il pleut ? Il vous dit le kawaii. Et il mettra le kawaii avec grand plaisir. Voilà, donc ça c'est une petite technique, ça s'appelle le double faux choix, poser une question, dire un mot, c'est des choses qui fonctionnent, voilà, et qui peuvent vous éviter justement d'aller dans le mur dans la relation. Parce que si vous avez plus de cartes, en fait, ça vous crée un stress. Le matin, avant de partir à l'école, par exemple, il vous dit, non, avant de partir à la crèche, tu viens, on y va, non. S'il a décidé qu'il voulait dire non, c'est non.
Et là, qu'est-ce que vous faites ? C'est soit vous l'attrapez par le callback, vous dites c'est comme ça, parce que moi, derrière, j'ai du travail, j'ai ça, et tout le stress que vous avez à l'intérieur de vous, l'enfant a le pouvoir de vous le faire jaillir plus fort que votre conjointe, votre pire ennemi. C'est vraiment quelque chose, c'est comme un puits de pétrole, tu tapes dedans, ça va jaillir. Et de ce fait, si vous n'avez pas l'astuce pour basculer vers autre chose, d'accord, et vous allez, forcément tomber dans le stress, et le stress, c'est l'attaque. Donc, un enfant qui vous dit ça, on va lui dire, par exemple, OK, si on part maintenant, je pense qu'on va être le premier à arriver. Est-ce que tu veux qu'on soit dans les premiers ? Il participe. Moi, j'avais été au premier étage, je disais, allez, le premier qui touche la porte en bas. OK, et en fait, on peut les faire basculer d'une seconde à l'autre, comme ils n'ont pas ce cerveau de la raison, puisque l'enfant, il est que dans le présent, il est coincé dans le présent. C'est la différence avec nous. Donc, il faut se servir de tous ces outils-là pour justement éviter de s'abîmer. Et nous, l'adulte, on va être à moitié un pied dans le passé et un pied dans le futur. Nous, on paye quelqu'un qui va donner un cours de yoga pour être dans le présent, alors que lui, il n'est que dans le présent. Et cette distance, et ne serait-ce que ce que je viens de vous dire là, c'est hyper important à savoir, en connaissance dans la parentalité, parce qu'on se dit, ah oui, c'est vrai, on est deux êtres humains on n'a pas les mêmes paramètres. Puisque nous, on a un pied dans le passé, un pied dans le futur, lui, il est que dans le présent. Donc quand on lui dit, par exemple, attention, le verre au bord de la table, il va tomber, le rapport de cause à effet, la conséquence n'existe pas. Donc vous lui parlez de quelque chose qui n'existe pas. Attention, ça va tomber. Le verre tombe. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu m'écoutes ? Que c'est moi l'autorité, etc. Et de toute façon, tu en as pris pour 20 ans. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Et à 18 ans, tu pourras sortir. Moi, c'est ce qu'on me disait. À 18 ans et 1 minute, je suis parti. Et donc, il n'y a pas de rapport de cause à effet parce qu'il est que dans le présent. Donc lui, son idée, c'est de manipuler. Donc si je vois que tu es dans la manipulation, on fait un substitut. Donc, si tu veux, je te propose que tu préfères pâte à modeler ou dessin. Voilà. Ou je te donne le gobelet en plastique. Et pour le verre sur la table, là, on fait quoi ? C'est ça. On donne, je vois que tu veux manipuler. Je te donne un gobelet en plastique ou je te donne pâte à modeler ou dessin. Qu'est-ce que tu préfères ? Voilà. Et c'est ça. Parce que sinon, tout le monde va dire... et c'est normal, c'est humain, tout ça, c'est logique. Moi-même, j'étais comme ça. Vous étiez comme ça comme père ? Au début, oui, bien sûr. Bien sûr, parce que je n'avais pas de connaissances. Donc, tu dis, attention, ça va tomber 1 fois, 2 fois. Et quand on dit 1 fois, 2 fois, tout le monde dit 2,5, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas. 2, 3 quarts. Et on lève la main. Attention, là s'il ne comprend pas, mais c'est pas ça ne marche pas. Parce que là, on dit, voilà ce qui va se passer dans 2 secondes. Sauf 2 secondes n'existe pas. Pour vous, ça existe. Pour lui, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant qui existe. Par exemple, Arthur, maintenant, tu as 4 ans, tu es un grand. Je pars 2 minutes chez la voisine du dessus. Tu n'approches pas de la fenêtre. Oui, papa. Donc là, je suis sérieux. Oui, tu tapes. Hein. Tu me promets, tu jures. Oui, papa. Sauf qu'en fait, là, on est en train de parler à un enfant. Donc là, ce que j'ai dit, c'est tout à fait normal. Hein. Donc j'ai confiance en lui. J'y vais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière ? Il y a 2 phénomènes qui se passent. Le premier, c'est que quand on lui dit on revient dans 5 minutes, lui, au bout de 20 secondes, il a en droit de croire que ça fait 3 quarts d'heure. Parce que la notion de temps n'est pas la même. D'accord ? Donc ça, c'est un premier phénomène. Donc du coup, il y a une angoisse qui est beaucoup plus rapide qu'au bout des vrais 5 minutes. Premièrement. Et deuxièmement, ce qui va le guider, c'est il y a l'émotion moteur. Si l'émotion moteur, c'est l'angoisse, il va aller à la fenêtre. Et c'est ce qui fait qu'il y a des défenestrations tous les jours. Parce qu'on lui a dit, attention, dans 2 minutes, je suis là, tu ne bouges pas. Oui, papa, je te promets. Sauf que 2 minutes, le rapport au temps n'est pas le même. D'accord ? Donc, au bout de 20 secondes, il est angoissé, et puis en même temps, il ne peut pas se retenir parce qu'il n'a pas le cerveau de la raison. Et ça, si on n'a pas cette connaissance-là, tout simplement, voilà les drames qui peuvent arriver, voilà, sur des bêtises, sur des connaissances de choses simples. Vous êtes dans la salle de bain, il est assis dans le bain, il dit attention parce qu'il y a je vais prendre un autre exemple pour la question de l'émotion moteur parce que c'est important. Il est assis dans la baignoire, il dit attention parce qu'il y a le robinet derrière toi. Oui papa. Non, tu fais attention parce que tu fais pas mal. Oui papa. Et 2 secondes après, t'entends boum, aïe. Mais je viens de te le dire à l'instant, mon sang, parce qu'il est revenu au jeu. Il peut pas être dans le jeu et faire attention. Nous, on peut faire 2 choses à la fois. Peut conduire, passer les vitesses, etc. Voilà. Mais là, on est monopensé, si j'ose dire. Voilà, c'est l'émotion qui va dire si l'émotion c'est le jeu. Donc, il ne va pas pouvoir se dire je joue, je dois faire attention. Et c'est ce qui fait que 2 secondes après, on revient, on est légitime après, si on n'a pas la connaissance, de dire je viens de te le dire. Mais ça va pas ou quoi ? Pourquoi il n'écoute pas ? Comme quand, par exemple, je prends un autre exemple très concret, ne traverse pas la route. Et là, il va se mettre à traverser la route. Parce que quand on lui dit ne traverse pas, on lui dit vas-y, traverse. En fait, parce que l'enfant n'entend pas la négation. Donc quand je lui dis à mon enfant ne traverse pas la route, il va traverser la route. Et là je dis mais il comprend pas ce qu'on lui dit ou quoi ? Et je suis légitime pour m'énerver derrière parce que c'est moi qui l'ai envoyé. Mais ça je n'ai pas conscience parce que je ne sais pas qu'en lui disant ne pas, il va le faire. Ne tombe pas dans le trou. Et il tombe dans le trou. Ah là là, je viens de lui dire, c'est incroyable, il n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Et là qu'est-ce que vous allez faire ? Okay. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire et là on va donner une étiquette. Et plus vous allez donner cette étiquette,
plus il va se renforcer là-dedans. Ouais, il est bête, il est con, il est stupide, il fait pas attention, voilà, il est en l'air. Il est rebelle. je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il est rebelle? Et demain, vous allez répéter, il est rebelle. Voilà. Et moi, le premier, quand par exemple, je vois le petit qui est lent, d'accord, j'ai le grand qui est lent, je vais lui dire, qu'est-ce que t'es lent? Et plus je vais dire ça, plus il va être lent. Donc, même s'il est lent, même si il y a un tout petit effort, il faut que je valorise cet effort-là. En disant, c'est un petit peu mieux. Même si je trouve que c'est pas ça, c'est trop loin d'être là. Parce que c'est soit je fais ça et j'aurai mieux demain, soit je lui dis t'es lent et j'aurai pire demain. Voilà. Et ne pas avoir conscience de tous ces exemples-là que vous donne là, très concrets, vous voyez les directions que ça prend. Ça n'a rien à voir. La finalité est complètement opposée. C'est pour ça que j'en parlais beaucoup de fougue, d'enthousiasme et de passion, parce qu'on voit bien qu'on est dans deux paramètres qui sont complètement opposés l'un à l'autre en fonction du fait qu'on a des connaissances ou si on n'en a pas. Voilà. En fait, c'est super féministe, les ateliers que vous proposez. Mais je l'ai appris avec vous en arrivant ici. Je ne savais pas quelle était la définition du féminisme, mais vous me l'avez donné, je le partage à 100%. Donc vous êtes jamais intéressé aux questions féministes, à la répartition des rôles, des tâches, au genre et tout ça, ça... Jamais. Ok. Je l'ai appris grâce à vous tout à l'heure. Mais en fait, vous êtes arrivé à faire cet atelier et tout... Comme ça, sans guide de féminisme, voilà. Mais tout compte fait, j'ai appris que je l'étais, et c'est tant mieux. Ok, c'est super, merci. Est-ce que pour terminer, Gilles, vous pouvez recommander une œuvre d'art aux auditeurs, aux auditrices, aux auditeuristes, s'il vous plaît? Alors, je vais vous prendre quelque chose de bateau parce que moi, c'est ce qui me fait le plus grand bien, c'est ce que j'aime le plus, et c'est l'œuvre d'art de la nature, de la mer, qui n'est pas une œuvre d'art d'un tableau, qui est relativement accessible, et c'est ce qui me vient, et parce que c'est ce que j'aime le plus, et c'est ce qui permet aussi une introspection par rapport à toutes ces difficultés de la parentalité, sur soi, sur la vie, sur la relation à l'autre, etc. Et je trouve que c'est un très bon, c'est un très bon médicament. D'aller s'asseoir et de regarder la mer ou l'océan. Exactement. D'aller s'asseoir au bord de l'eau. Oui. C'est ça votre recommandation. Ah oui. Okay, super. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous, Victoire. C'était Les couilles sur la table. Dans l'équipe, cette fois-ci, il y avait à la prise de son Quentin Bresson, à la réalisation Solène Moulin et toujours à la production Camille Regache et à l'édition Naomi Titi. Est-ce que cet épisode vous a plu? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce qu'il y a des phrases qui ont fait whiz, wou, en atteignant vos oreilles? Je lis toutes vos réactions sur les réseaux sociaux, ou bien si vous préférez qu'elles restent privées, à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.